peut pas dissocier l'agriculture du social. S'il n'y a pas de société, il n'y a pas d'agriculture. Il y a la nature sauvage et voilà. Donc pour réussir à transformer ces paysages et les amener à être domestiqués, il va falloir mettre en place un ensemble de techniques qui vont travailler dans un premier temps sur le sol, puisque le sol est vraiment le support où tout converge à l'intérieur. Et du coup, il va falloir travailler sur la fermentation qui est dans les sols. Et un des cycles qui va permettre ça, c'est le carbone, c'est la gestion du carbone. Le carbone, c'est un peu comme le marbre du sculpteur pour le vivant. La vie sculpte ses êtres à l'intérieur du carbone, Donc il faut du carbone pour pouvoir promouvoir la forme. C'est dans notre époque, on est tous des chaînes moléculaires de ces surènes là, avec énormément de carbone. Donc du coup, quand on intervient sur le carbone, en fait, on intervient beaucoup sur la fertilité du lieu. Mais pas n'importe quel carbone, puisque si je balance du bois, de la sciure sur mon jardin, en fait, il n'y a rien qui va pousser. Et si je balance de l'urine, qui est du carbone, ça va super pousser, mais ça va être très déséquilibré et souvent on a des pathologies type parasitisme, puceron et tout le reste. Donc il y a ce rapport C/N qui est important à respecter à l'intérieur de la gestion de nos couverts, de la gestion de nos amendements organiques pour pouvoir développer des fermentations qui vont accueillir des êtres qui ont été domestiqués et qui ont besoin d'avoir un support nutritionnel dans lequel en fait il y a de la facilité à acquérir les nutriments. De la facilité à acquérir les nutriments. Ça c'est ma vision à moi en fait, c'est ma vision actuelle. Donc pour moi en agriculture il y a 4 piliers. Il y a l'arbre qui tempère. L'arbre est un grand régulateur, il permet de réguler le paysage en fait. Il protège, il régule, il ouvre, il donne du volume, il permet au sol de s'élever. Il crée des écosystèmes qui vont créer de la résilience. Ensuite, il va y avoir l'engrais vert. L'engrais vert, ça va être une annuelle que l'on produit pour doper les systèmes et introduire de fortes quantités de matière organique facilement fermentescibles à des moments opportuns, à des coûts réduits, tout en protégeant, dynamisant le lieu. Ensuite, il va y avoir l'animal, parce que l'animal apporte par ses fumiers des forces de fermentation et on peut les concentrer grâce à des composts travaillés à un certain point et orienter les fermentations pour aller vers des sols qui sont vraiment vivants, ou par les pâturages, tous les éleveurs le savent, des pâturages bien conduits, pas des surpâturages en fait, on a une transformation de la flore qui se passe et on a des flores beaucoup plus variées, beaucoup plus fleuries, on a des légumineuses qui arrivent, alors que la même pâture juste fauchée mécaniquement en fait, la flore va plutôt réduire. Du coup l'animal, peut-être par des choses qui paraissent pour nous anodines, mais juste la respiration, le hale de la bête sur le sol, le piétinement, l'arrachement, le fait que la bête arrache un peu la plante, renouvelle les racines, les déjections forcément, l'ambiance qu'il crée dans le lieu, l'apaisement, tout ça, il amène une qualité dans le lieu qui est différente que quand il n'est pas là, qu'on ne retrouvera pas dans la forêt, qu'on va retrouver dans la prairie. Et après forcément le pilier essentiel, c'est le moi de chacun. C'est l'artisan du lieu, c'est-à-dire l'être humain en tant qu'individu, mais l'être humain aussi en tant que société, en tant que collectif, qui lui en fait est dans un projet, dans un rêve, c'est de transformer le monde. Il faut utiliser l'agriculture pour transformer. Donc pour moi je pense que ce sont les 4 piliers qui doivent converger à l'intérieur d'une ferme. Si on veut réussir à développer la fertilité. Moi ce que j'ai apporté sur des sols qui étaient quand même avec des taux de matière organique relativement bas, pas très bas ici parce qu'il y avait eu des prairies en rotation, et des prairies labourées et des prairies pâturées, mais quand même pas très haut. Et qu'en plus moi je suis maraîcher, donc j'avais des plantes très exigeantes. C'est des plantes humicoles, beaucoup plus humicoles que les prairies ou beaucoup plus humicoles que les céréales. Le chou, le poireau, la carotte, toutes ces plantes là en fait elles sont très gourmandes, elles ont des cycles de croissance très vite, il leur faut beaucoup à manger et des sols très structurés, des sols qui s'engorgent jamais, des sols qui se réchauffent vite et du coup il faut beaucoup d'humus. J'ai apporté l'équivalent de 300 tonnes hectares de BRF sur mon sol. Pour favoriser, j'ai fait comme un coup d'électrochoc en fait. Vous avez un truc qui est à moitié crevé. Vous savez qu'il faut le réanimer et du coup j'ai apporté une grosse quantité de BRF. Alors j'appelle ça du BRF mais c'est du broyat de déchets verts en fait que j'ai pris en hiver quand il est vachement carboné. Donc je suis allé à la déchetterie du coin, là, au centre de compostage. Le mec il voulait me proposer du compost, je dis non je ne veux pas du compost, c'est un peu brûlé. Et du coup je voudrais ce que tu sors du truc là, c'était en 2006. Et le mec il me dit mais non ça on peut pas le donner. Il dit si je veux ça et donc j'explique le BRF. Et du coup, comme j'avais une manne gratuite et que j'avais un petit tracteur avec un épandeur, j'ai fait plein d'allers-retours pendant
2006, j'avais commencé à en mettre, donc j'étais super heureux. J'avais enfin trouvé un outil valable. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, de ma culture, on mettait le compost en avant, mais le compost en tant que tel, en fait, il n'apporte pas de matière. Le compost, il apporte du levain. C'est une fermentation orientée, optimisée, sous le mieux à des préparations dynamiques, avec des animaux choisis, des animaux bien élevés, mis dans des conditions de fermentation optimales, qui vont être à l'ombre d'un arbre, dans lequel on va y introduire de la pierre jaune, du basalte, des ferments qu'on a préparés avec les organes d'animaux, donc des préparations dynamiques. Et ça, une fois qu'on a cette chose, elle est précieuse, mais pas par la quantité. Elle est précieuse par la qualité, en fait. Elle est comme le levain que j'ai introduit à l'intérieur d'une pâte. Ce que je dis, ça ne viendrait jamais à l'idée à un boulanger, une fois qu'il a fait son levain, d'allumer le four et de le mettre à cuire. Parce que non seulement ça ne serait pas bon, mais en plus en quantité, il n'aurait rien. Et donc même quand on met 30 tonnes de compost à l'hectare sur une terre que l'on travaille, en fait, si l'on ramène la quantité de matière sèche qu'on amène sur le sol, c'est quasiment rien. Donc aussi magique soit-il, si ce compost ne peut pas infecter de la matière organique qu'on a apportée en masse, donc l'engrais vert, ou des mulches, ou le BRF, en fait, il va servir à rien, quoi. Il va servir à rien, et voire même, comme on a travaillé le sol, en fait, il va cramer. Parce que ce compost exposé au soleil, c'est des ferments qu'on a élevés d'une manière précieuse, et on les expose à des endroits déshydratants. Et tout ce qui est champignons, tout ce qui est bactéries, dans des conditions comme ça, soit ça meurt, soit ça se met en dormance dans le meilleur des cas. Donc du coup, le compost, moi pendant longtemps, j'avais pensé au compost, quoi, à tel point même que j'avais nié les engrais organiques, quoi, puisque pour moi, engrais c'est associé à chimie. Donc une approche sentimentale, trop sentimentale et pas assez rationnelle, quoi. Et du coup, je me suis bien rendu compte qu'en fait ces composts c'était que dalle, quoi, ça apportait rien sur le sol. Surtout quand on travaille, hein, on balance, c'est à peine un peu noir. On travaille le sol, il n'y a plus rien, il fait une pluie, et ça se met à sécher et tout se dessèche. Heureusement les adventices arrivent, ça solutionne quelques problèmes, mais comme elles m'emmerdent, je rebousille tout. Et en fait c'est un espèce de cercle vicieux hyper érosif, mais bio, voire biodynamique des fois. Enfin biodynamique dans une pensée qui n'est pas encore assez aboutie. Soi-disant biodynamique. Et du coup, par contre, un engrais vert, là je fais des engrais verts, quand je fais des mesures pour savoir à peu près combien de matière sèche je sors, donc sur des engrais verts d'hiver, je ne peux pas faire d'engrais vert d'été parce que j'ai un cycle de saison trop court, en fait je sors jusqu'à 10 tonnes de matière sèche, entre 8 et 12 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc là ça commence à parler. D'après Lucien Segui, donc Lucien Segui c'est un chercheur au CIERAD, un des pères de l'agriculture de conservation des sols au Brésil. Et du coup, il nous disait à une conférence qu'en fait, en milieu tempéré, en dessous de 7 tonnes de matière sèche à l'hectare, en fait, on érode, on ne produit pas d'humus. La bascule, c'est 7 tonnes de matière sèche. En milieu tropical équatorial, il me semble que c'est 12 ou 14 tonnes. On compte le double, parce que le turnover est beaucoup plus rapide. Une tomate, elle apporte, en fin de culture, 800 kg de matière sèche. Donc, il nous manque 6 tonnes. 6 tonnes de matière sèche pour ne pas éroder, quoi. Donc un maraîchage même biologique et qui est construit que sur le reliquat des cultures, avec en plus un travail du sol qui va renforcer la minéralisation secondaire, qui va brûler les humus, plus l'introduction d'engrais organiques qui vont apporter de l'azote, qui vont finir de brûler les quelques matières organiques qui restent, plus un coup d'irrigation au moment où l'activité biologique est très forte, en fait c'est un maraîchage qui érode. C'est un maraîchage qui amène à l'image de la scierie, mais qui mettra à peine plus de temps que la chimie, en affamant les gens, d'une manière progressive. Parce qu'en plus, les quantités produites ne seront pas suffisantes pour pouvoir à la nourriture pour tous. Donc il faut bien prendre en considération que de la matière organique, il faut en trouver, quoi, dans un milieu. L'idéal, c'est de la trouver sur place. Donc on a l'engrais vert. L'agroforesterie va produire un petit peu, mais ça ne produit pas des grosses quantités parce que les espaces sont très larges. Et ensuite, cette matière organique, il va falloir l'optimiser au maximum parce qu'elle est précieuse. Il ne va pas falloir qu'elle se retrouve bloquée dans un coin et qu'elle fige le système. Il ne va pas falloir qu'on aille sur des humus d'héritage, ces fameux humus archaïques ou les ninis des rodis, quoi. Il faut les mettre dans un turnover, dans un cycle. Et pour ça, il faut les faire fermenter. Il faut les amener à ce qu'ils fermentent. Et pour qu'ils fermentent, il faut créer des conditions de milieu optimales. Donc comme nous expliquait Marc, c'est hyper important de gérer l'eau. Il ne faut pas que l'eau sature dans le milieu, jamais. L'eau, quand elle sature dans le milieu, c'est un marais, et donc on est sur des espèces qui vont correspondre à des espèces qui ne sont pas alimentaires.
Donc un sol, il faut qu'il respire. Et un des grands asphyxiants des sols, c'est l'eau. Même quelques heures, même un jour, 2 jours, 3 jours, ça va suffire pour effondrer l'activité biologique du sol, détruire les mycorhizes et faire remonter les anaérobies, qui sont en fait des êtres ultra archaïques, qui étaient sur Terre avant qu'il y ait de l'oxygène. Donc vous imaginez à l'époque où il n'y avait pas d'oxygène sur Terre, à quoi ressemblait le paysage. C'est-à-dire il n'y avait même pas de plantes. Et ces trucs qui bouffaient de la lithosphère, qui devaient se nourrir de soufre. Je ne sais pas de quoi ça se nourrit au départ, moi je ne suis pas un évolutionniste, je ne connais pas trop la biologie. Mais ce que j'ai compris des anaérobiques, c'est vraiment très vieux. L'aérobique arrive une fois que la plante a commencé à apporter de l'oxygène dans le sol. Donc du coup, un sol qui s'asphyxie, c'est comme un être humain qui s'asphyxie. Un être humain, quand il devient bleu, on a intérêt à lui faire du bouche à bouche vite fait, quoi. Parce que sinon on le perd, quoi. Un sol, quand il devient bleu, quand on creuse un trou et qu'on commence à avoir du bleu dans son sol, on se dit, là, il va falloir gérer l'eau. C'est l'eau qui a fait ça. C'est l'eau qui, à un moment donné, c'est calé là. Alors, des raisons pour qu'elle se colle, elles sont multiples. Il peut y avoir une multitude de raisons. Ça peut être une semelle de labour, ça peut être un contexte de biotope, c'est-à-dire une fosse. Ça peut être une zone où il y a une accumulation d'argile par lessivage, et donc du coup, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être... toutes les solutions sont possibles. Il faut identifier la solution, il faut identifier la raison pour laquelle ça s'asphyxie, et adapter la solution qui convient. Ça peut aller jusqu'au drainage. Le drainage, c'est pas mal. Je veux dire, on peut poser des drains à un moment donné pour évacuer de l'eau. C'est après ce qu'on fait de l'eau. Cette eau, on peut la récupérer dans un bassin ou on peut la balancer dans la rivière et se dire j'en ai assez, de toute façon la rivière elle arrive à fond, je vais repomper, je vais en mettre par-dessus. Mais en tous les cas, un sol qui se sature en eau, c'est un sol impropre à l'agriculture. Il va faire des marais, il va faire des endroits fabuleux, des tourbières au niveau écologique. Un naturaliste, un écologiste, de tourbière, il est super content. Et quand il rentre à la maison, il ouvre le frigo, il mange un chou. Et il vient pas de la tourbière. Un maraîcher aussi, il est super content, une tourbière. Il a des poules, il fait du terreau. C'est juste des regards d'angle différents, il n'y a pas de milieu mauvais ou de milieu gentil, quoi. C'est juste, je suis un moi incarné, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et comment je transforme le lieu dans lequel je suis. C'est ça qui importe. Qu'est-ce que je fais de mon destin? C'est ça qui importe. Il n'y a pas de bien ou de mal, quoi. C'est soit qui paramétrons notre environnement. Après, on se rend vite compte que si on fait que prendre, ça paraissait bien au début, mais quand on devient vieux et qu'on se chie dessus, c'est vraiment raide d'avoir tout pris au jeune. Parce que le jeune, il te laisse crever, il est content de te voir mourir. Si tu sèmes la mort, tu récoltes la mort. Si tu sèmes la vie, tu récoltes... Peut-être que tu récolteras la vie, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais tu as plus de chance quand tu sèmes la mort. Donc du coup, pour revenir à l'eau, il ne faut surtout pas la laisser s'enfermer dans le paysage et adopter toutes les solutions possibles et imaginables qu'ont inventées les agriculteurs depuis la nuit des temps. Du drainage, à ce qu'expliquait Marc, la répartition de l'eau, enfin il y a des solutions, puisqu'apparemment il en parle pendant 3 jours et j'imagine qu'il pourrait en parler pendant des semaines. C'est qu'il a une bibliothèque dans sa tête énorme des solutions et des possibilités pour évacuer l'eau. Ça peut être aussi l'introduction, je sais pas où vous voulez passer avec, d'arbres qui vont permettre de tirer l'eau et compagnie. Elles ne sont pas à mettre en opposition, il n'y a rien qui doit être mis en opposition. Il y a juste un contexte avec une volonté d'une communauté humaine ou d'un individu. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a évacué l'eau, on introduit la matière organique en grosse quantité, du coup elle va pouvoir fermenter dans de bonnes conditions, elle ne sera pas asphyxiée. Les champignons vont s'introduire d'une manière rapide. Le champignon, il sécrète des colles. C'est son truc, dans le genre, il est plutôt collant, le champignon. Déjà à l'école on lui disait, putain t'es collant le champignon, en plus tu pues. Et donc là, on le met dans des bonnes conditions, et c'est super cool pour lui, quoi. Il se met à coller, mais à fond, il balance de la gomaline, mais en veux-tu en voilà. Et du coup, un sol qui n'avait pas de stabilité structurale, après un traitement énergétique comme ça, plus d'eau qui casse les couilles, qui asphyxie, de l'air qui rentre, des ferments introduits, la température qu'il a bien, le champignon il se met à coloniser le truc et il balance des colles. Un sol qui était plutôt compact, tassé, qui avait du mal à se structurer, le fait qu'on l'ait travaillé, on lui a rebalancé un peu d'air, donc c'est un coup d'électrochoc, on ne va pas le faire après. Les colles vont être produites, et là quand on fait les select tests, tout le monde sait ce que c'est le select test, là c'est la motte qu'on met dans l'eau. On prend une motte, on la met dans l'eau, et puis on attend, voire on la secoue un peu quand on n'a pas envie d'attendre trop longtemps, quoi. Et puis on observe qu'est-ce qui se passe dans la bouteille. Si la motte ne se délite pas et qu'elle ne met pas de particules, c'est qu'en fait on est dans un sol qui est aggradé.
les agrégats sont assemblés les uns avec les autres, et du coup il y a ce qu'on appelle la stabilité structurale. Cette stabilité structurale, c'est le support d'un paysage qui va porter des êtres sophistiqués, des êtres dits évolués, quoi. Évolués dans le sens qui sont plus récents que les anaérobies, qui sont quand même vachement évoluées. Elles se nourrissent de soufre, donc vas-y, toi, respirer du soufre, quoi. Et du coup, une fois qu'on a cette motte qui tient bien, en fait, on a la stabilité structurale. Et ces sols-là qu'on a pas de stabilité structurale en début d'exercice, 4-5 mois après un traitement de choc comme ça, avec du carbone, du champignon, pas d'eau qui reste, on fait le slag test, le truc il bouge pas. Bon, c'est une stabilité structurale qui a été faite par le champignon. C'est juste collé en fait. Mais ça tient. Et du coup on peut commencer notre agriculture. Maintenant, grâce à cet espace qui a créé de la porosité, l'air peut s'introduire à l'intérieur du sol. Et là il va y avoir plein d'autres êtres vivants qui vont se mettre à apparaître. Des êtres vivants qui eux en fait vont commencer à transformer la matière organique et à l'amener à être des humus, à faire des choses de plus en plus fines, de plus en plus complexes. On va aller chercher les petites particules d'or qui étaient bloquées dans la roche, on va remonter un peu de camion, un peu de cuivre, des oligo-éléments, on va créer des hormones qui stimulent les racines. Là, la vie s'en donne à cœur joie parce qu'en fait, elle a un support d'expression dans lequel elle va pouvoir exceller dans son génie, et la vie dans son génie, elle n'en manque pas, quoi. La vie en soi, c'est que du génie, quoi. C'est que du génie. Donc du coup, ces sols-là, quand on les observe, on se rend compte qu'on a amorcé un travail biologique et que ce travail biologique va vers la gradation, alors que le travail mécanique allait vers la fragmentation. Donc, travail mécanique, on prend des particules dures, on utilise du pétrole, donc de l'énergie, associée, transformée en énergie mécanique, et on fragmente le sol en particules et on introduit de l'air. Aucune stabilité structurale, aucune durée dans le temps, une fertilité artificielle qui dure qu'à grands coups d'intrants, et des problèmes environnementaux graves parce qu'il y a des pollutions partout. Travail biologique du sol, on agrade les particules par la force de la digestion. La force de la digestion, c'est la fermentation. Donc par les forces de fermentation pour réduire. On met à fermenter le sol, comme le vigneron met à fermenter son vin, comme le choucroutier met à fermenter sa choucroute, comme le composteur met à fermenter son compost. Donc on travaille dans le monde de l'alchimie, de la fermentation. Tout nous dépasse là. On peut être qu'admiratif dans la fermentation. On va réguler quelques paramètres, mais en fait quand on observe on découvre toujours des choses nouvelles. Moi je bois pas de pinard, mais j'ai des potes qui boivent du pinard et ils se régalent toujours quand ils ont une bouteille où ils sont déçus et ça change, les vins naturels ils n'arrêtent pas d'évoluer. C'est la fermentation ça. La fermentation, pour pouvoir l'appréhender, il faut quitter le monde de la raison pure. Il faut rentrer dans le monde du sens, dans le monde de l'émerveillement, dans le monde de l'appréhension. Donc on rentre dans le monde du cœur en fait. On rentre dans cet espace où on est capable d'associer à la fois la pensée, le sentiment, on est capable d'associer tout ça. Donc on sort du NPK, enfin. On l'a en tête encore parce qu'on nous a cassé les couilles pendant longtemps à l'école avec ça, mais on sort de ça et on observe la magie du vivant. Et là on voit les milieux qui deviennent de plus en plus fertiles, les problèmes qu'il y avait précédemment disparaissent, d'autres problèmes arrivent mais moins forts. Et si on est assez intelligent et qu'on surfe sur le génie du monde, et ça on ne peut pas y surfer tout seul parce qu'appréhender le génie du monde tout seul c'est très dur, donc c'est pour ça qu'on se rassemble, comme des journées pour aujourd'hui, et bien on met en place des paysages de plus en plus sophistiqués. Mais pour mettre en place ces paysages de plus en plus sophistiqués, on crée des sociétés de plus en plus sophistiquées, où le lien est de plus en plus horizontal, où le don est de plus en plus présent. Et du coup, pour revenir à mes champignons qui avaient à grader, ensuite une fois que j'ai fait ça, et bien je rentre dans un processus où j'abandonne le travail mécanique du sol, et je rentre en travail biologique et j'entretiens la fertilité avec des engrais verts, des paillages, des compostages pour apporter des ferments, des compostages animaux bien travaillés. Et ensuite, je mets en place mes cultures, donc moi je suis maraîcher, avec les itinéraires les plus classiques qui existent qu'on peut avoir sur tous les bouquins de maraîchage. Je ne vais pas semer de la tomate au mois de novembre ici, c'est pas la peine d'y penser. Donc ça ne change rien. Les espacements entre les tomates restent les mêmes. Les besoins en eau restent les mêmes. La quantité de nutriments que la tomate va manger sont toujours les mêmes. Donc si j'ai un sol qui est dépourvu de nutriments, à un moment donné, parce que je n'ai pas réussi à mettre en route la pompe nutriments, ben je vais acheter un sac d'engrais organique dans un premier temps et je vais le balancer, je ne vais pas dire c'est mal. C'est parce que ça correspond à un moment donné à l'évolution du système. Donc il n'y a rien à mettre en. C'est ce que je veux dire, il n'y a rien à mettre en opposition en fait. Il y a juste à comprendre l'intelligence de chaque chose et pas devenir radical ou extrémiste et dire ça c'est bien ou ça c'est mal. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur le jardin. Et du coup, voilà, l'agroforesterie, ben, je sais pas, pour l'agroforesterie, je vais en parler peut-être un petit peu.
Donc j'ai introduit des arbres parce que pendant des années, pendant peut-être 20 ans, je suis resté focalisé sur la fertilité du sol. C'était mon truc moteur, c'est comment je rends le sol fertile. Donc j'allais dans la forêt, je regardais la terre, je la sentais. J'allais dans mon jardin, je regardais ma terre, je la sentais, je disais putain oui, elle est vachement plus belle ma terre, non t'es un gros con, tu te mens, celle-là elle est beaucoup plus belle. Oui mais comment tu peux faire pour amener de ça à ça? Et donc du coup j'ai bombardé, j'ai massacré, et je continue encore à bombarder, massacrer, faire n'importe quoi, parce qu'en fait je suis qu'un humain, je comprends rien moi ce qui m'entoure. C'est juste j'en de manière empirique, et puis tout doucement je fais des trucs. Là en ce moment, mon dernier, enfin ça commence à s'éteindre un peu. Mais comme un affamé, là, comme un mec qu'on n'a pas filé à bouffer, les mecs de l'après-guerre, quand tu vois les mecs ils n'ont pas bouffé pendant des années, ils se sont gavés de protéines, de sucre comme des cons, à en péter, là maintenant ils sont tous avec une caméra, ils font de la coloscopie, parce qu'ils sont niqués après la guerre. Et bien moi je suis le même. C'est-à-dire je suis le vétéran d'un sol affamé total. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'en mettant du carbone, j'allais régénérer le truc. Alors je peux te dire que j'ai saucé en carbone. Si tous les maraîchers du monde sauçaient comme moi en carbone, il n'y aurait plus de carbone. Et ben je peux te dire que les Brésiliens, ils ont intérêt à se tenir à carreau parce que je vais leur dépouiller la forêt, je vais remonter du BRF de la forêt. Quoi. Ça c'est sûr et certain. Maintenant je réalise qu'en fait, nos systèmes à nous, là, comme on appelle le maraîchage sur sol vivant, en fait, on est trop consommateurs de matière organique. On est beaucoup trop consommateurs de matière organique. C'est pour ça que je n'arrête pas de parler de la fermentation. Je pense que l'optimisation de la matière organique amenée en créant des fermentations qui sont vraiment très fines, où on rentre plus dans de la chimie mais de l'alchimie en fait, une transmutation biologique et tout, on doit pouvoir réduire la quantité de carbone et avoir la même productivité. Je ne sais pas le faire ça. C'est l'idée que j'ai en ce moment. Moi je sais juste tartiner du beurre et rajouter du Nutella, un peu de confiture, remettre une tartine dessus. Voilà, ça c'est ça que je sais faire pour l'instant. Grosso modo. Et comme je fais partie d'une région super riche, ben, je suis ici dans le commun, je ne suis pas espagnol, quoi. Du carbone, mais il y en a partout. C'est-à-dire que quand tu charges du carbone, as le paysan, tu vas le voir, tu tapes l'épaule, tes roundballers, là, il y en a combien? 50? Ah ouais, je les achète. Le mec il en revient pas, quoi. Tu vois, c'est du vieux roundballer qui veut pas, tu lui files 10 € par roundballer, tu as 50 roundballers qui arrivent comme ça sur ton terrain, quoi. 50 roundballers à 200 kg de matière sèche, ça te fait 10 tonnes de matière sèche que tu balances sur un demi-hectare en fait. Vas-y toi le truc, tu sauces derrière. L'autre tu vas le voir, tu lui dis ton tas de fumier là, t'en fais quoi? Oh, mais vas-y, j'achète. Et après, il y a tout le monde qui vient te vendre des trucs. C'est le gogo qui récupère tout ce qui est pourri, quoi, tu vois, et qui le met dans son terrain et qui est heureux. Quoi, tu vois, le mec, il a la banane, il vit en caravane et il est heureux. Quoi. Quand j'allais chercher le compost et le BRF à la station, t'as le mec qui me demande mais putain, mais qu'est-ce que tu fais de tout ça, quoi? Et je lui dis je suis un ver de terre déguisé en humain. J'amène ça à mes copains. J'avais le tracteur le plus ridicule de tout le coin. Et des fois je montais le matin, il gelait, tu vois, le matin j'arrivais, j'avais la barbe gelée. J'avais la barbe gelée sur le truc. Quand il pleuvait, tu vois, j'avais le rimel qui coulait, en fait c'est la crasse. Il était là, et à chaque fois je tapais sur le moins de 60 ans, c'est 1960, il est plus vieux que moi, tu vois, j'ai tapé, vas-y, allez mon pote, encore 50 tonnes, tu peux les tenir. Il a tenu quoi. Je dis après tu vas voir ça va être la vie, la branlouille. Plus de disquage, plus rien, tu vas voir ça va être la belle vie, tu vas faire juste que tourner au ralenti quoi. Ça va être la retraite pour toi quoi. Et du coup pour revenir, ça peut pas marcher, des systèmes à fort intrant à l'extérieur pour nourrir ces sols. Dans l'absolu, si on le pose avec la raison, ça marche pas quoi. À un moment donné, on va avoir un échec. C'est que si tout le monde se met à balancer du compost et du fumier et du truc partout en quantité comme nous on fait, ben, à un moment donné, on va dépouiller les forêts, on va tout dépouiller. Donc il faut vraiment apprendre à gérer ça. Donc c'était pour dire que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur la vie du sol et compagnie et que j'ai pas fini. Mais à un moment donné, en rencontrant les gens et en allant au jardin de la fraternité ouvrière, eh bien, j'ai réalisé, mais je suis trop con, il y a la fertilité de l'air. Et comme me le faisait remarquer Alain, 98,8, voilà, 99,8, ah oui c'est encore plus que ce que je pensais, proviennent de l'air. Et moi, je suis en train de me casser les couilles pour 0,08% qui passe dans la plante. Donc si je néglige ce paramètre air, en fait, j'ai beau avoir des nutriments, ça n'empêchera rien. Et là, en fait, ce qui se passe, le grand ennemi du jardin, c'est les déplacements d'air et les variations de température. Et du coup, celui qui sait faire ça, celui qui sait réguler, et on le voit bien, on est tous collés contre la haie, on n'est pas là-bas en plein milieu du jardin, c'est l'arbre. L'arbre, il sait réguler l'air.
Et du coup, c'est pour ça que j'ai basculé en agroforesterie fruitière, puisque je suis maraîcher et que je vais déboucher pour vendre. Puis que moi, j'ai pas de la surface pour foutre des arbres comme ça dans le jardin. Sinon, j'ai plus de jardin quoi, si je mets ça. Donc moi, il me faut des petits arbres, 2 jardiniers, qui demandent beaucoup de soins, qui sont très sophistiqués, très doudouilles, qui correspondent à un chou, un poireau, une carotte, et ça me correspond. C'est ma manière de travailler avec la nature. Moi, le caterpillar, j'aime pas trop quoi. Tu vois. Ce que j'aime, c'est la dentelle. On ne dirait pas mes mains. J'ai pas un côté féminin très marqué. Mais en fait, je crois que ce que j'aime, c'est la dentelle. Donc j'aime poser un truc là et me dire, tiens, il va devenir joli. Et après, je m'émerveille à le voir grandir et je peux rester des heures là. Enfin, pas trop des heures parce que je du taf. Mais je peux rester quelques secondes à le regarder quoi. Et à le trouver beau. Et après, moi, ça m'apaise. Quand les arbres poussent autour de moi, et bien, je me sens apaisé, je me sens bien. Alors que quand on introduit des arbres, il y a cette magie, c'est qu'il est là. L'année d'après, il est encore là, il est encore là, il est encore là, encore là. Et là, en plus, c'est des arbres fruitiers. Donc en plus, il donne à manger, il fait des couleurs, des saveurs. Quand on a le moral à plat, on se dit putain quel métier de con, c'est vraiment n'importe quoi, ça vaut rien. On croise une poire, on dit putain, plutôt mignonne la poire. On se met à la croquer, juteuse, tu vois, comme l'R14, pour ceux de ma génération. Quoi. Et comment il s'appelle? On mange ça et on se dit, c'est reparti. À vos ordres, mon général. Et tu repars au front. Quoi. Tu te couches, t'assieds pour une fraise et ça te fait pareil. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté super apaisant. Moi j'ai fait des fruitières dans lesquelles je mélange les espèces. Je ne fais pas des trucs monospécifiques, je fais des choses plurispécifiques et plurivariétales. Et du coup, je me souviens, j'étais en train de désherber de la carotte. Et donc plutôt collé contre la haie pour me mettre un peu à l'ombre comme ça. Et puis entre le moment, ça faisait 30, 35 mètres, 40 mètres là, le rang là. Entre le moment où je suis parti, j'ai bouffé des fraises, des nachis, des poires, des mûres, avant d'arriver au bout du rang. Quoi. Et les arbres, ils sont à peine installés. Quoi. Tu vois, juste avant d'arriver au bout du rang. Quoi. Et donc tu te dis quand même, c'est plutôt cool. Quoi. Tu te crées un milieu comme ça, je vais te dire, la vie est plus simple. Quand même, la vie est plus simple. Donc du coup, je mets dans le jardin que des arbres qui sont dits nanifiants, c'est-à-dire une génétique qui a été travaillée pour faire peu de racines, peu de couronnes. Je les plante en haie fruitière orientée nord-sud pour optimiser la répartition de la lumière autour. Ça tombe bien, chez moi le vent dominant c'est l'ouest. Donc en plus comme je veux caler l'air entre mes trucs, ça cale le vent dominant. Si j'avais pas eu un vent dominant, si j'avais eu un vent dominant qui était autre que ouest en fait, ben, c'est ce que je fais de toute façon quand même, mais j'aurais maillé avec des arbres plus grands autour. Et j'aurais mis en place quand même nord-sud. Parce que chez moi, la lumière, c'est vraiment une gourmandise qui est dure à avoir. Quoi. Donc il faut vraiment optimiser la lumière au maximum, à mon sens. Ensuite, je les ai plantés à 1,20 m entre chacun. Donc c'est relativement serré, mais c'est les densités de la conduite d'un arbre fruitier nanifiant. En culture industrielle, ils sont entre 80 et 1,20 m. Ils sont conduits en axe. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'arboriculture. En axe, ça veut dire qu'il va y avoir un axe nourrissant. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle des latérales qui vont être fructifères. Et du coup, c'est des arbres que l'on arrive à conduire facilement avec peu de taille, juste en arquant les branches et en éclaircissant un petit peu. C'est des tailles modernes d'arboriculture qui sont faites actuellement. Et après, c'est des arbres qui n'ont jamais d'herbe au pied. Donc c'est des arbres, il faut oublier qu'ils aient de l'herbe au pied. C'est des choux. Hein. Ils sont fragiles, ils ont peu de racines, c'est pour ça que j'ai choisi. Donc comme ils ont peu de racines, en fait, ils vont être vite en concurrence avec la prairie. C'est pas des arbres de prairie. Si je veux un arbre de prairie, en fruitier, je mets des fronds. Mais si je veux un arbre, un nanifiant, en fait, il lui faut pas d'herbe. C'est des arbres qui ont besoin d'eau. Donc ça tombe bien, moi je suis maraîcher et l'eau, j'ai une pompe. Donc j'y vais à cœur joie. Et ensuite, ça a besoin de bouffe. Ça tombe bien, je suis maraîcher. Les légumes, ça a besoin de bouffe. Donc pour moi, je pense que le nanifiant dans le jardin, si on est vraiment maraîcher, c'est-à-dire qu'on a ce goût de travailler le végétal d'une manière méticuleuse, c'est un arbre qui va très bien. Distance entre lignes 7 mètres. Et ensuite, là je suis en train de faire autre chose, je ne sais pas ce que ça va faire. Parce qu'en fait, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est des alvéoles. En fait, je suis en train d'essayer de faire un assemblage d'alvéoles identiques dans le jardin. Donc j'essaie de créer des espaces hyper confinés
pour avoir des microclimats associés les uns à côté des autres. Donc c'est très très reproductif en fait, de l'un à côté de l'autre. Je me plais à imaginer que je crée comme un poumon en fait. J'augmente les surfaces de contact, ou comme un intestin. J'augmente les surfaces de contact, ça dépend des jours. Ou le cerveau de mon moral, quoi. Et du coup, moi ici j'ai pas de lumière, pas de chaleur, enfin, je veux dire, j'ai pas un endroit pour faire ça, mais bon. Et du coup, je suis en train de, on le verra, je suis en train de refaire des structures métalliques sur le jardin pour y faire galoper au-dessus des vignes résistantes et des rosiers. Et un peu de mûres. Pour, comment il s'appelle, pour caler la lumière. Et ce que je voudrais essayer de faire, c'est en fait vraiment confiner l'air. Ce que je voudrais faire, c'est rendre l'air dense, épais. Faire un air super épais. Parce que j'ai le sentiment que si je crée un air épais, en fait, je régule vachement la température en créant un air épais. Et du coup, si l'eau a du mal à s'évacuer du milieu parce qu'en fait il est pris sous une canopée et coincé et pas balayé par le vent, en fait, l'eau dans son changement d'état va réguler la température. Comme moi quand je me mets à suer, ou comme l'atmosphère est régulée constamment par les variations d'état de l'eau. C'est la variation de l'état de l'eau dans l'atmosphère qui fait que la Terre est habitable. Et l'arbre participe à cette variation d'état. Par l'évapotranspiration, il renforce l'humidité dans l'air et du coup cette eau, quand elle change d'état, qu'elle passe de solide à gazeux en fait, soit elle absorbe de la chaleur de solide à gazeux, soit elle dégage la chaleur de gazeux à solide. Ça tombe bien, quand il se met à faire froid, elle dégage la chaleur qu'elle a accumulée, quand il se met à faire chaud, elle en absorbe. C'est comme ça qu'elle change d'état en fait. C'est comme ça qu'elle change d'état. Donc plus on va confiner les espaces en fait, plus on va permettre, dans mon idéal, je ne l'ai pas encore vérifié, plus on va permettre à maintenir un air qui va maintenir les températures plutôt stables. On va éviter les écarts importants entre le jour et la nuit, qui sont l'ennemi premier du légume. Le légume a horreur des variations fortes de température.